Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Brain Up traitant aujourd'hui une question majeure pour tout l'écosystème logistique, comment rendre le secteur plus attractif et faire face à la pénurie de main-d'œuvre, sachant qu'en plus de la pénurie sur les postes classiques, vu qu'on est dans un secteur en pleine transformation, on a également une pénurie de nouveaux talents. Donc je suis Arnaud de Moissac, je suis le CEO de DC Brain, je serai le médiateur aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. Et afin de tenter de répondre à ce sujet avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants très complémentaires. Marianne Servoni. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Merci Oui, d'avoir parfait. accepté Très notre bien. invitation. Oui, on t'entend très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marianne. Donc, tu es Senior Manager Stratégie et Market Intelligence à l'IRU. Et tout à fait, Donc, tu peux exactement. nous en dire un peu plus? Heu, Hmm. ouais, donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc l'IRU, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'organisation internationale qui représente le transport routier, partout dans le monde, créée en 1948 et basée à Genève. Et donc aujourd'hui, on compte, environ plus de 170 membres, qui sont vraiment à la fois, des associations nationales, donc du secteur du transport routier, mais aussi des larges logisticiens, également des fabricants de camions, équipementiers et également des industries de l'énergie. Voilà. Ok, donc une très forte représentativité. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Avec nous également Damien Roibon de Daher. Bonjour Damien. Donc, tu es Bonjour à responsable de tous. Login, qui est le nouveau lab d'innovation de Daher. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. En fait, le Guin est un programme d'open innovation dédié à la filière logistique. D'ailleurs, nous, on est avionneur, on est industriel de l'aéro et on est logisticien. Et en fait, on veut mettre à profit nos 160 ans d'expertise logistique en les combinant avec notre expertise technologique et notre expertise pédagogique au bénéfice de la filière en créant donc un programme d'open innovation, c'est ce fameux programme Login. Et on a pour vocation d'essayer de répondre aux enjeux qui touchent la filière, dont notamment le sujet de l'emploi qu'on va traiter aujourd'hui et qu'on va discuter ensemble. Bah, c'est top. Merci beaucoup Damien. Alors, on va faire un petit tour par la plateforme hein, pour vous présenter la façon dont vous allez pouvoir interagir avec la plateforme. Donc, vous avez différents onglets en fait sur le côté de votre interface de connexion. Vous avez l'onglet chat. Donc, je vois que certains d'entre vous ont commencé à l'utiliser et c'est top. N'hésitez pas à aller vous dire bonjour et regarder ce que disent un peu tout le monde. Euh, Également, vous allez trouver l'onglet questions. Donc, l'onglet questions, alors pardon, voilà, là, ça, c'est le chat. L'onglet questions est là. Alors, l'onglet questions, c'est quelque chose d'important. Vous aurez sans doute, j'imagine, des questions à poser à nos intervenants. Essayez de les poser plutôt dans l'onglet questions, car ça permet de bien les identifier et ça vous permet également de voter pour une question qui vous semble pertinente afin de la faire remonter et ça nous aide en fait à prioriser les questions. Donc c'est vraiment très efficace, n'hésitez pas à l'utiliser de cette façon. Et enfin, l'onglet sondage. Donc, peut-être un rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur les Brain Up. Lors de chaque intervention, on adresse deux questions de sondage pour prendre un peu la température des professionnels que vous êtes. Et donc, je vous encourage à aller répondre à ces sondages et puis on les partagera ensemble avec nos intervenants au cours du Brain Up. Voilà. Hop. Et maintenant, on va passer directement à la revue de presse. Donc, premier point qui nous semblait intéressant dans cette revue de presse, c'est que sur un média aussi grand public que Télématin, on parle de la logistique et de la supply chain, et puis on parle également des problèmes de recrutement de ce secteur. Hein, donc on n'est pas sur un média très spécialisé. Et ce qui ressort en fait de cette intervention, c'est que le secteur peine à attirer notamment les jeunes générations. Parce que c'est un secteur qui est assez mal connu d'après Télématin, et puis qui a aussi une réputation d'avoir pas mal de pénibilité et de contraintes sociales en termes d'horaires décalés, par exemple, de solitude dans le camion pour les chauffeurs. Donc, ça n'attire pas vraiment. Et d'ailleurs, le chroniqueur se pose la question, mais comment faire pour attirer les plus jeunes vers ce secteur? C'est quelque chose que moi, j'ai pu voir. Je fais partie d'une table ronde de France Logistique où le ministre des Transports, Clément Beaune, est intervenu pour introduire le sujet.
et une bonne partie de son intervention a été précisément sur le problème de l'emploi dans la supply chain. Donc on voit que vraiment c'est assez partagé et majeur comme sujet. Le deuxième point également qu'on a relevé, encore une fois dans un magazine qui n'est pas Supply Chain Magazine, qui est le magazine Challenge, on utilise beaucoup l'intérim dans la supply et on parle d'intérim nouvelle génération. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour attirer encore une fois les plus jeunes, Samsic Emploi n'a pas hésité en fait à aller sur Twitch, faire une rencontre avec des joueurs professionnels de foot et des candidats pour présenter des postes à pourvoir, pour créer en fait une image positive et toucher en fait ce public qu'on a du mal à toucher. Encore une autre peut-être une autre coupure de presse. Donc La Voix du Nord qui parlait de l'emploi, du salon de l'emploi, pardon, Log and Play organisé dans le Nord. Et puis France Info, lui, parlait en fait d'un nouveau dispositif qui était un dispositif de job dating inversé. Le but étant de faire venir pitcher des recruteurs auprès des candidats. Donc on est vraiment dans une logique inverse à ce qu'on voit d'habitude pour vendre entre guillemets le métier de la logistique. Et un point intéressant qui ressortait, c'est que une personne disait, une demande d'emploi confiée, j'ai postulé à Noroto, je n'aurais jamais pensé pouvoir travailler là-bas, je pensais que c'était juste pour les hommes. Donc on voit qu'en plus de la méconnaissance du secteur, il y a quelques préjugés qui traînent encore et qui peuvent en fait entraver en fait le recrutement. Voilà, donc fin de cette revue de presse et on va passer maintenant à la partie de Marianne. Marianne, je te laisse la main. Un grand merci. Alors en fait, j'aurais voulu en fait commencer par un chiffre clé. Je pense que c'est bien de commencer cette séance. 425 000, c'est en fait le nombre de postes de conducteurs poids lourds qui ne sont pas pourvus en Europe. Et en réalité, si on regarde en fait ce qui se passe au niveau européen, on se rend compte que la situation est relativement préoccupante partout. La Roumanie et la Pologne, vous le voyez, sont assez impactées, avec plus de 80 000 chauffeurs qui manquent, notamment en Pologne, et 70 000 en Roumanie. Donc c'est un sujet vraiment, on va dire, qui est un sujet à dimension européenne. Et quand on regarde pour la France spécifiquement, c'est 34 000 postes de conducteurs aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. Alors ce chiffre, il vient donc d'une enquête qu'on réalise une fois par an auprès des transporteurs partout en Europe et également en Chine, aux États-Unis, pour voir un peu ce qui se passe également à l'extérieur de l'Europe. C'est une survey qu'on fait tous les ans et on essaie de monitorer comment du coup évolue cette situation et si vraiment la demande et cette pénurie augmente d'une année à l'autre. Alors, on sait que le secteur du transport routier, c'est l'épine dorsale de l'économie et de la logistique en France. C'est 90% du volume total de marchandises qui est transporté par la route. Il y a environ 400 000 chauffeurs routiers en France. Et c'est pratiquement 60% donc on va dire des recettes totales du transport de marchandises qui est fait par la route versus les autres modes de transport. Et du coup, c'est de se dire, quand on regarde précisément la distribution de l'âge des conducteurs en France, et c'est exactement ce qu'on avait dans la revue de presse, dans la graphique, et notamment le fait qu'il faut accueillir plus de jeunes dans la profession. Alors ce graphe, il est intéressant parce qu'il montre en fait la distribution de l'âge des conducteurs en France versus ce qui se passe donc en Europe. Et on a essayé de comparer cette réalité avec le secteur du transport et logistique en général, et en avant le taux de chômage des jeunes. C'est 45 ans, conducteur en France. Donc un tiers à plus de 50 ans. Et ça, on le verra par la suite dans la suite de la présentation. C'est un des gros enjeux, puisqu'il va y avoir une vague de départ à la retraite d'ici les 5 prochaines années, qui va être très forte.
Et vous voyez 8% à peu près en moins de 25 ans. Donc une part très faible des jeunes. Et vous voyez que dans le secteur du transport en général, la situation est un petit peu plus meilleure entre guillemets, ce qui nous amène du coup à regarder des solutions, on en parlera un petit peu après également, d'un point de vue reconversion à l'intérieur de la logistique, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des moyens de pouvoir créer des connexions de qualification à l'intérieur du secteur de la logistique. Vous voyez que la situation en Europe est même plus préoccupante que celle de la France. Donc voilà, c'est pour renforcer vraiment ce constat relativement, je dirais, alarmant au niveau européen. Sur le taux de chômage des jeunes, vous voyez quand même qu'il y a un réservoir environ de 600 000 jeunes qui sont au chômage. Donc ça, c'est des éléments que nous, on regarde beaucoup au niveau de l'IRU pour ensuite aider notamment les associations et les gouvernements à pouvoir du coup mettre en place les bonnes mesures, comme on le disait tout à l'heure au tout début du webinaire, pour les attirer. Hein. Voilà. Donc, pour finir sur cette note qui est plutôt négative au niveau des chiffres, si la situation reste la même aujourd'hui, avec la demande qui va continuer quand même à augmenter malgré, on le sait, une situation économique l'année prochaine qui sera tendue, d'ici 5 ans, notamment avec un tiers des conducteurs qui vont partir à la retraite en France, on pourrait avoir jusqu'à 200 000 postes non pourvus, ce qui est assez préoccupant. Et si jamais en effet les mesures implémentées ne sont pas rapides et efficaces, il y aura un certain nombre d'impacts qu'on voit déjà aujourd'hui, de toute façon, qui sont très court terme, qui sont évidemment l'augmentation des prix du transport lié à la pénurie, cumulée à l'augmentation des prix du diesel, etc. Donc ça fait évidemment un effet important donc sur l'augmentation des frais et des transports à venir, l'augmentation des prix du transport. Également, les perturbations qu'on pourrait attendre au niveau de la chaîne d'approvisionnement et également des retards, hein. On commence à monitorer de notre côté la partie, comme on dit, Truck on Time Delivery Performance, donc la performance vraiment de livraison. Et c'est vrai qu'on commence à, selon les pays, selon les couloirs, observer un certain nombre de retards. On essaie de voir comment on corrèle l'ensemble des facteurs, mais ça pourrait être en effet un facteur important. Et puis plus long terme, mais long terme, quand on dit long terme, c'est peut-être après 5 ans, évidemment, il y aura une accélération de l'automatisation au niveau technologique. Et puis, il y a des discussions qui sont déjà en cours aujourd'hui au niveau de la Commission européenne sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue juridique et législatif sur l'automatisation du secteur l'automatisation des trucks. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue législatif et cadre réglementaire. Donc, pour un peu vous amener sur quelles seraient les solutions, ou en tout cas les leviers aujourd'hui qui sont alors à la fois mis en place, et je vous donnerai quelques exemples après, qui sont à la fois mis en place par les transporteurs, mais aussi par les associations nationales comme la Fédération nationale du transport routier en France. Il y a des leviers, on va dire, ou des cibles qui sont identifiées. Les femmes sont un premier levier. On a vu les jeunes, et les femmes représentent également un levier intéressant. Vous le voyez, selon les pays en Europe, la situation n'est pas forcément la même. On voit bien qu'en Espagne, il y a un taux, par exemple, taux de chômage des femmes qui est très élevé et une pénétration des femmes conducteurs qui est faible. Donc là, typiquement en Espagne, c'est un levier important. La France, c'est un levier important également parce que c'est quand même un 7% de taux de chômage pour les femmes et une pénétration des femmes dans l'activité qui est de moins de 5%. Donc on va le voir avec un exemple, c'est le groupe Maufrais qui a notamment mis en place un système pour attirer les femmes dans le secteur. Un élément sur lequel également travaillent beaucoup les gouvernements et notamment le gouvernement français, c'est comment essayer de remédier ou en tout cas limiter l'impact du coût élevé du permis de conduire. Alors vous voyez, la France, en fait, c'est le pays où le coût du permis est le plus important par rapport à d'autres pays européens. C'est un vrai obstacle, notamment pour les jeunes. C'est un vrai obstacle, le permis s'élève à plus de 5 000 €. On a un vrai sujet ici et un vrai levier en fait qui a été identifié pour essayer de limiter ou en tout cas de trouver des solutions pour aider les jeunes à rentrer dans la profession via une aide au niveau des permis de conduire. Donc,
quelles sont les principales raisons? On l'a évoqué également, hein, donc au tout début du webinaire. C'est toujours c'est basé sur l'enquête, hein, dont je vous parlais au tout début du webinaire. C'est une enquête, qu'on fait tous les ans et on essaie de monitorer les principales raisons, qui expliquent, donc la situation. On les connaît, hein, en effet, c'est cette mauvaise image de la profession qui représente un premier élément, très, on va dire, très, on va dire, très marqué, du feedback que l'on reçoit et puis, la difficulté d'attirer les jeunes, comme on vient de le dire et puis, troisième point intéressant, le manque de conducteurs qualifiés. Donc ça vient renforcer le fait qu'il y a éventuellement des solutions à mettre en place sur l'amélioration de la formation, notamment la formation continue et reconversion. Heu, Quand on dit quelles sont les principales raisons et qu'on pose la question de quelles seraient, selon les transporteurs, les principales mesures, que les gouvernements devraient mettre en place, évidemment, la réponse première, c'est, voilà, essayer d'améliorer l'image de la profession. Donc ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est améliorer les conditions de travail. Quand on parle d'attirer les femmes et les jeunes, c'est vraiment autour aussi de l'amélioration des conditions de travail, notamment, les parkings sécurisés si ce sont plutôt des distances longues au niveau des transports. Et évidemment, le troisième point, c'est faciliter l'accès à la formation et c'est ce que je vous disais avec les permis de conduire. C'est faciliter l'accès à la formation et faciliter l'accès à la profession, au sens, premier du terme. Donc là, je voulais vous montrer donc du coup qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, et notamment par la FNTR qui est membre, hein, de l'IRU. Donc c'est la fédération nationale donc du la FNTR fait énormément donc on va dire a mis en place un certain nombre d'actions, notamment autour donc de l'amélioration de l'image de la profession. Comme vous pouvez les voir à l'écran, il y a un certain nombre donc on va dire d'organisations, de forums de l'emploi tels que la Semaine nationale du transport routier de marchandises. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées en collaboration avec Pôle emploi, avec des journées portes ouvertes, des forums de recrutement, donc avec le hashtag Tous mobilisés, la présentation dans les écoles. C'est un élément très important pour attirer les jeunes. Les Pays-Bas ont une pénurie, conducteurs qui est la plus faible en Europe, notamment parce qu'ils ont développé en fait des formations très précoces des jeunes, notamment au niveau lycée, où il y a des présentations, donc du métier, très rapidement ou à des moments plutôt précoces, on va dire de l'académie et ça, en tout cas, on va dire un levier qui fonctionne. Donc ça, c'est la FNTR met en place un certain nombre du coup on va dire de plans de formation et de présentation du métier dans les écoles. Des campagnes de communication, je pense qu'on en voit de plus en plus, hein, dans les médias, à la télévision et cetera. Et puis évidemment donc travailler de manière, on va dire, structurelle sur la reconnaissance de l'importance économique du secteur du transport et donc le fait qu'il faut absolument, voilà réduire ou limiter, cette pénurie. Hem, pour finir sur ce que a mis en place la FNTR, elle a identifié un certain nombre de cibles à recruter. Donc on a parlé donc des jeunes, des femmes. Il y a notamment également des accords, c'est le cas notamment, vous l'avez pu l'entendre en Angleterre ou dans d'autres pays européens, avec l'armée pour justement reconvertir des militaires en fin de carrière, en conducteurs. Il y a également des projets donc auprès des personnes handicapées, qui visent à identifier, à former et à employer donc des demandeurs d'emploi, comme chauffeurs. Également, la FNTR travaille très étroitement avec le GEIQ, donc Transport Logistique, hein, qui est le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et puis, la FNTR travaille fortement depuis, on va dire, quelques mois pour, faire des demandes de fonds et d'aide de la part donc du gouvernement pour subventionner, la formation et donc l'accès à la profession au niveau des permis de conduire. Voilà. Pour finir, je voulais vous montrer également 2 exemples également de transporteurs. Donc qu'est-ce que les transporteurs aujourd'hui mettent en place pour attirer davantage? Mofrey. Mofrey, c'est très intéressant. Ils ont développé en fait une académie, cette année, pour faciliter le recrutement et attirer plus de jeunes et de femmes dans la profession. Aujourd'hui, Mofrey compte, environ 100 femmes conducteurs.
C'était un placé, assez intéressant, que beaucoup d'autres transporteurs commencent à mettre en place, à terme. Et Geodis, c'est un bon exemple également de, on va dire, de formation de nouveaux conducteurs à la manipulation, en l'occurrence ici, de matières dangereuses. Donc pour, voilà, faire monter en compétences, et les stagiaires, du coup, obtiennent des contrats à durée indéterminée et pour le transport de matières dangereuses. Et là, typiquement, Geodis travaille avec Pôle emploi, avec l'AFTRAL et puis évidemment le CF. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu on va dire un panorama de ce qui est fait aujourd'hui par, en les différents acteurs. Il y a beaucoup d'autres, solutions ou d'éléments intéressants qui sont mis en place par notamment les transporteurs, et c'est vrai que nous on monitore beaucoup pour essayer donc de communiquer et créer des idées, pour pousser le secteur à attirer plus de conducteurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marianne. C'était vraiment, super intéressant. Je trouve assez, rassurant de voir toutes ces initiatives, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau des conditions de travail et cetera. On va regarder s'il y a des questions, du coup qui sont remontées. J'ai cru en voir. Alors, on a une première question. Bonjour, avez-vous la répartition en France et en Europe entre tractionnaires, donc des chauffeurs indépendants fonctionnant en tant que sous-traitants, et salariés de groupes de transport? Et quelle est la tendance Oui, de alors cette répartition? oui. Alors nous avons la répartition, je l'ai pas de tête, mais ça, on peut vous le partager par la suite. Ça, ces chiffres-là, on peut vous les partager avec la présentation, peut-être qu'on peut faire ça si c'est possible? Parce qu'on avait fait une analyse Bien sûr, typiquement ouais, sur bien ces, sûr, ouais. oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. D'accord. On a Bah, merci. cette analyse de tendance en France et dans le reste des pays européens. OK. Et ben, c'est encore mieux d'y répondre en live. Mmh. Alors il y a une autre question, mais c'était, je pense, plus pour Damien après. Moi, j'ai peut-être une ou 2 questions. À ton avis, avec est-ce qu'on peut espérer, et pour quand on peut espérer un revirement de situation sur le recrutement des chauffeurs? Parce que c'est vrai que la tendance, quand on écoute en fait l'écosystème, on a l'impression que c'est plus en train de s'aggraver qu'autre chose. Est-ce que c'est une tendance que toi aussi tu vois? Est-ce que ça se voilà. Alors c'est difficile, hein, d'estimer, notamment quand on parle de revirement. Ça voudrait Mmh. dire qu'on arrive à endiguer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, les solutions dont on parle doivent avoir absolument un impact d'ici les 5 prochaines années, afin de pouvoir limiter l'impact des départs à la retraite. Ce que je vois, c'est si ces solutions, fonctionnent, arrivent, on va dire, à limiter, l'hémorragie d'ici les 5 prochaines années, le revirement pourrait être attendu du coup, ensuite, plus tard. Donc après ces 5, 6, Mmh. 7 prochaines années. Tout va dépendre aussi de la situation économique. La demande, nous, l'estimation qu'on a faite, que je vous ai présentée, elle est basée sur un scénario, de reprise économique d'ici 2 ans. Hem, alors, surtout lié à la situation en Ukraine, à voir comment cela évolue en termes d'hypothèses ou de si au contraire la demande va s'accélérer peut-être plus rapidement que prévu, ou au contraire la récession va s'installer plus longtemps. On peut s'attendre en tout cas que si on parle de revirement, ça sera pas avant, 6-7 prochaines années. Est-ce qu'on peut imaginer que les reports multimodaux, hein, peut-être vers le fleuve et cetera, pourraient un peu aider sur ce front-là ou j'ai pas forcément l'impression, mais Le problème, c'est les capacités. C'est le problème de capacité et de mmh, volume, que cela peut, voilà, c'est toujours le c'est la même ch c'est on peut se poser aussi la même question pour le rail. Mais c'est un peu c'est tout le bien sûr, ouais, problème, mmh, de capacité. Mmh. Ouais. OK. Ça marche et peut-être une dernière question, donc effectivement le fait d'avoir maintenant des écoles de formation interne, de chauffeurs, on le voit chez Maufray, on l'a vu chez d'autres, hein, chez STEF par exemple ou d'autres, Mmh. grands transporteurs comme ça. On entend aussi pas mal, et tu t'as évoqué le sujet, parler d'aménagement des conditions de travail, comme par exemple, mise en place de salles de pause, pour rendre, voilà des pour un peu, dépénibiliser,
le métier, sachant qu'en plus, c'est un métier qui est assez physique parce qu'il y a aussi parfois une partie de manutention dans ce métier, pas de conduite. Est-ce que c'est quelque chose qui reste une initiative isolée ou c'est vraiment une tendance également? Non, c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde à plusieurs niveaux. Donc il y a on va dire il y a les conditions de travail, enfin, lorsqu'on parle de conditions de travail ou d'amélioration, c'est vraiment en effet la partie repos. Donc les aires de repos, et sécuriser, ces aires de repos, notamment si on veut attirer, notamment des femmes ou des jeunes dans la profession. Cette partie-là, est très importante. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'initiatives en France, hein, par notamment les conseils régionaux pour essayer de trouver on va dire des espaces libres pour pouvoir aménager soit des parkings supplémentaires ou des zones vraiment, dédiées on va dire, au repos et à un bien-être, on va dire pendant le temps ou la durée de l'arrêt du conducteur. Ça, cet élément-là, il est clé et même au niveau de la Commission européenne. Ça fait partie des grands, on va dire, des grands projets, on a c'est le Safe and Truck Parking Area, c'est développé par la Commission européenne pour s'assurer qu'il y ait le plus possible des zones qui soient, on va dire, qui sont suffisamment, respectables pour les conducteurs. Et c'est également le cas dans la cabine et dans le camion. En effet, il y a de plus en plus donc de compagnies. C'est le cas de Cevample Logistique, hein, qui a mis ensemble donc de systèmes à l'intérieur du camion pour mieux se sentir au niveau, des équipements et cetera. Donc c'est différents angles, et ça fait partie typiquement pour le cas de Ceva, fait partie du premier axe d'amélioration des conditions de travail. OK. Merci beaucoup Marianne. Alors je vous rappelle qu'il y a les sondages également, donc vous avez le petit onglet sondage, je vous encourage vraiment à y participer, hein. Il y a pas mal de sujets qu'on a abordés avec Marianne qui sont repris dans les sondages. Et on va passer maintenant à Damien. Donc Damien, bah, écoute, je vais te laisser la main pour nous parler maintenant d'innovation et en quoi l'innovation peut aider à recruter. Merci, merci bien. Déjà, merci Marianne aussi pour ce constat. Ce constat, il est costaud, il est sérieux, il est là très spécifique au transport, mais on peut l'extrapoler en disant que ce constat, finalement, on peut l'étendre à la logistique. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche et dans cette étude que vous faites, c'est ce côté exploratoire, observatoire, voir comment font les autres finalement dans les autres pays, comment font les différents acteurs privés. Et je pense qu'une partie des solutions, elle repose là-dessus, sur l'expérimentation, le partage de ces résultats et voir finalement qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour notre filière. Moi, je vais essayer de faire un prisme un petit peu plus donc sur comment l'innovation, au sens large du terme, va nous permettre de travailler sur cette problématique de recrutement. Alors, je suis donc en charge d'un programme d'open innovation au bénéfice de la filière logistique. Je vous l'ai dit, on a plusieurs enjeux qu'on va essayer de traiter et l'axe emploi, formation et finalement accès au métier est un des axes prioritaires puisque hautement critique pour la partie opérationnelle de la logistique. Voilà, ça c'est le petit sommaire, je vais passer rapidement. Donc les éléments de contexte, je passerai rapidement dessus puisque Marianne, tu as été très complète et très exhaustive. J'amènerai d'autres éléments peut-être plus au sens filière logistique et moins axé spécifiquement transport. Et puis je vais essayer de développer avec vous donc 3 axes, l'innovation au service de l'emploi, l'innovation au service de l'humain et finalement l'innovation au service de l'opérationnel. Comment ces 3 axes d'innovation nous permettent de composer avec la situation actuelle. Quelques éléments de contexte, quelques chiffres sur la filière logistique. Je parle bien de la logistique au sens large. Faut savoir que c'est un secteur méconnu, mais qui pourtant est éminemment critique et clé pour l'économie française. C'est un marché important, c'est un marché qui pèse 10% du PIB national, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 10% de l'emploi salarié en France. Donc on a vraiment des enjeux, puisque c'est plus de 1,8 million d'emplois qui sont en lien direct avec la filière logistique, avec une création nette annuelle de 30 000 postes. Ce secteur, il explose. C'est un secteur qui est en pleine croissance. Marianne, tu en as parlé, le transport routier a une croissance soutenue. Et puis la logistique au sens large, avec l'explosion du e-commerce, on attend 40% de croissance supplémentaire d'ici à quelques années.
La situation actuelle est compliquée. Il faut vraiment qu'on trouve les solutions pour faire en sorte que, à l'avenir, dans les années à venir, on soit en rendez-vous pour répondre aux enjeux. Les enjeux, justement, donc, de cette filière logistique, on l'a dit, une hausse des volumes, une activité soutenue, des enjeux sociétaux. Quelle est la place de l'humain au cœur des métiers de la logistique? Quelle est la place de l'éco-responsabilité pour cette filière logistique également? Je ne reviendrai pas sur les quelques chiffres de la pénurie de main-d'œuvre, puisque Marianne, tu les as cités. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette conjoncture de facteurs. On a une filière qui est moins attractive, qui a des difficultés à recruter. On met en face une explosion des volumes à traiter et des enjeux de société qui viennent complexifier la donne. Complexifier la donne, mais c'est une bonne chose. On doit répondre aux enjeux de société, d'inclusivité, de pénibilité, de sécurité de nos collaborateurs et bien évidemment aux enjeux d'éco-responsabilité et d'empreinte carbone de la filière logistique. Donc, la conjonction de ces facteurs fait que l'équation, finalement, elle est un petit peu plus complexe et qu'elle nous oblige à changer nos habitudes et à innover. Le premier axe de l'innovation, c'est finalement l'innovation au service de l'emploi. Comment on arrive à attirer des gens? Comment on arrive à parler de nos métiers? Marianne, tu l'as parfaitement dit, on a, logistique au sens large et dans le transport également, un déficit d'image. Nos métiers sont parfois mal perçus, mal reconnus. On est vu comme des métiers qui sont pénibles, on a des horaires de travail compliqués, ça peut être considéré comme étant casseur d'hommes. Aujourd'hui, le métier, pourtant, il se transforme. Il se transforme et il faut qu'on arrive à communiquer sur la transformation de ce métier-là pour attirer les jeunes, pour attirer les talents et pour renouveler finalement cette main-d'œuvre. Les sujets d'innovation qu'on essaie d'expérimenter au global avec d'autres acteurs de la filière, c'est comment on sensibilise justement le public à la transformation du métier. Et quand je parle du public, je vais viser deux publics. Les jeunes, les futurs talents de demain, les gens qu'on doit attirer vers nos formations, mais également les gens qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, qui sont potentiellement en reconversion, qui peuvent être une main-d'œuvre précieuse pour nous, pour nos activités. Comment on arrive à sensibiliser à la transformation du métier, à sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, ce métier, il est plus technologique, il est plus digital, il est plus valorisant. Et en fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Les éléments de réponse, ça peut être comment on amène les gens en immersion dans le métier. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du métaverse pour un côté ludique, pour un côté jeu vidéo. Est-ce que le métaverse peut être une réponse pour sensibiliser aux gens à ce qui est devenu la réalité du métier de logisticien ou de chauffeur aujourd'hui? Possiblement. En tout cas, c'est une piste à explorer. Aujourd'hui, sur l'orientation des jeunes, l'orientation dès le plus jeune âge, finalement, des jeunes, on a tous en tête les sessions d'information et d'orientation qu'on a pu avoir lorsqu'on était à l'école. Aujourd'hui, la sensibilisation au métier passe aussi par des nouveaux outils. Là, j'ai mis une illustration, c'est une application donc, qui s'appelle Willby, c'est comment le digital amène une manière différente de communiquer sur les métiers pour les rendre plus attrayants, pour en tout cas mieux les valoriser et les rendre plus sympathiques aux yeux du public. Et puis, il y a tout un aspect sur la pédagogie, la formation, comment on s'approprie les outils de la logistique. Et un des éléments de réponse peut être l'adoption justement de ces outils digitaux, de ces outils nouveaux qui contribuent au fait de transformer l'image de cette filière et de la rendre plus attractive, plus attrayante. Et moi, quand j'interviens dans des amphis, quand j'interviens auprès d'étudiants, souvent une question que je pose, c'est qui, étant enfant, a écrit sur le petit papier qu'on remplissait et qu'on donnait à la maîtresse que plus tard, quand il serait grand ou elle serait grande, il souhaiterait bosser dans la logistique. Généralement, personne ne répond. J'aimerais qu'un jour, il y ait des gens, alors pas sur les études primaires évidemment, mais sur les études secondaires qui se disent « moi, je m'intéresse au métier de la logistique. Moi, je vois qu'il y a des opportunités. Je vois qu'il y a des opportunités à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'opérationnel, que ce soit au niveau du stratégique, au niveau de toutes les fonctions support qui doivent accompagner l'évolution de cette filière logistique. » Alors, ça ne passe plus. Si, voilà. L'innovation au service de l'humain, c'est le deuxième axe que je souhaiterais développer. On a bien parlé de ces aspects de pénibilité, de conditions de travail. Et Marianne, tu le disais, aujourd'hui, le confort, la sécurité, les conditions de vie, les conditions de travail des chauffeurs sont autant de freins à l'emploi. C'est vrai dans tous les aspects du métier logistique, de toute façon. Les conditions de travail, que ce soit la manutention, le port de poids, le fait d'avoir des horaires décalés, sont des contraintes. Et ces contraintes, aujourd'hui, elles sont de moins en moins acceptées par la société. Et ça nous impose de nous remettre en question sur nos organisations, sur nos modes de fonctionnement, ou en tout cas sur les conditions de travail que l'on propose à nos collaborateurs. C'est une tendance de fond qui est très vertueuse et qui peut être un des leviers stratégique pour essayer de ramener des gens vers l'emploi en logistique ou en transport.
Comment on transforme les conditions de travail? Eh ben, on va avoir des leviers sur la pénibilité physique. On peut avoir tous les systèmes d'aide, d'ergosquelette, les systèmes de préhension, les systèmes de manipulation, les systèmes finalement de cobotique qui vont libérer la charge qui va peser sur l'opérateur. Et puis on a également tous les aspects autour de la charge mentale. Comment l'outil digital, et là je vous fais un petit coucou d'Israël, comment les outils digitaux peuvent amener finalement une facilitation du travail de l'opérateur pour rendre tous ces aspects pénibilité, contraintes qu'on associe souvent à nos métiers, moins vraies, moins présentes, moins prégnantes, et donc finalement moins contraignantes et rendre ces métiers plus attirants. Un des aspects autour de l'innovation qu'il ne faut pas négliger, c'est également comment, en rendant nos métiers plus verts, on peut attirer les gens. Aujourd'hui, les gens dans la société cherchent un sens à leur travail, se disent quelle est ma place? Quelle est ma place dans cette société? Quelle est ma place dans ce monde du travail? Quelle est ma place sur cette planète? En logistique, on a parfois des gens qui peuvent décrire nos métiers en nous disant « Et voilà, aujourd'hui, vous brûlez du kérosène pour faire des déplacements, vous emballez des pièces avec des matériaux, vous bétonnez des sols. » Je ne vais pas dire que non, c'est totalement faux, puisqu'évidemment, ce serait nier une partie de la réalité logistique. Mais justement, il faut voir là une super opportunité sur comment transformer nos façons de travailler, comment transformer nos outils, comment transformer notre approche, finalement, de notre métier pour le rendre globalement plus vertueux, plus vert, et que les gens qui sont en recherche d'un sens dans l'implication professionnelle qu'ils vont avoir, trouvent ces repères-là dans la filière logistique. Aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des alternatives. On peut parler des carburants alternatifs pour le transport routier comme pour le transport aérien. On peut parler des emballages consignés, des emballages réutilisables qui vont nous permettre de limiter l'utilisation de matières qui sont des matières limitées, je pense notamment aux matières plastiques issues du pétrole. On peut travailler tout ça finalement de manière assez globale en se disant comment nos outils digitaux, comment les innovations au service de l'humain, au service de la planète vont contribuer aussi à rendre le métier plus accessible, à rendre le métier plus séduisant et finalement à venir à arriver comme un complément une fois qu'on aura réussi à attirer des gens vers cette filière pour valoriser et pérenniser ces emplois-là. C'est un des enjeux majeurs, c'est qu'aujourd'hui, dans nos filières, il y a du turnover, il y a des gens qui ont une certaine forme d'instabilité professionnelle. En améliorant les conditions de travail, en améliorant le sens qu'on donne à leur travail, en réduisant la pénibilité, en se réorganisant, ça permet d'assurer des carrières plus longues. Je vais prendre un exemple très simple. Je parlais avec un acteur industriel qui avait l'habitude de travailler en plusieurs shifts. Il travaillait donc en 2-8. Il avait un problème, c'est que les gens, finalement, dans les 2-8, ils avaient du mal un petit peu à se projeter sur une vie de famille, une vie telle qu'il l'a souhaité. Et finalement, ça crée beaucoup de contraintes. Il a dû se réorganiser totalement, innover, augmenter ses mètres carrés. C'est un investissement conséquent, certes, mais qui lui a permis de réorganiser toute sa production pour passer en horaire de journée. Et depuis qu'il a réussi à changer cette organisation, il a moins de turnover dans ses équipes, il a plus d'implication, il a des gens finalement qui sont plus présents, plus impliqués et donc plus performants. Alors, bien évidemment, c'est pas possible sur tous les métiers, c'est pas possible sur toutes les organisations, mais c'est un des exemples de réflexion, un des exemples d'innovation, de changement qui sont à destination de l'humain et qui permettent de changer aussi les conditions du métier qui font que les gens qu'on aura réussi à attirer vers nos métiers, on arrivera à les garder et ils seront là pour cet emploi. Le dernier aspect d'innovation, c'est finalement l'innovation au service de l'opérationnel. Comment l'innovation peut compenser ce manque de main-d'œuvre, puisque on a une réalité, et cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, une partie des postes, ils ne sont pas pourvus. Pour autant, l'augmentation des volumes, l'augmentation des besoins fait qu'on doit bien continuer sur la partie opérationnelle. Et aujourd'hui, l'innovation, elle est là aussi pour pallier à ce déficit de main-d'œuvre. Cette innovation, Marianne, tu l'as évoqué sur la transformation du transport. Comment, avec moins de chauffeurs et toujours plus de trafic, on peut, en amenant des véhicules autonomes, des véhicules qui vont peut-être conduire des, je sais pas quel est le bon terme, mais des petits trains de plusieurs camions, comment les évolutions technologiques et bien évidemment législatives vont permettre de composer avec cette situation, vont permettre de composer avec ces difficultés à recruter et vont permettre de continuer d'accompagner les enjeux de croissance et de réindustrialisation qui sont ceux qu'on connaît actuellement sur le territoire national et plus globalement au niveau de l'industrie, de la distribution, du e-commerce et de toutes les activités qui sont en lien direct avec la logistique. Ces solutions, c'est donc l'automatisation. C'est également tout ce qui est cobotique.
comment on arrive à garder cette place de l'humain, à avoir cet humain au cœur de la chaîne de valeur, tout en lui apportant une aide matérielle qui va contribuer aussi à réduire la pénibilité, à augmenter la productivité, à faire en sorte qu'avec moins de gens, on va pouvoir encaisser l'augmentation des volumes et des cadences. Cette innovation, elle est donc voilà, multifactorielle, multisectorielle, et je pense qu'on ne peut pas traiter ces 3 thématiques d'innovation les uns sans les autres. Il est très important d'avoir 3 axes pour attirer, pour conserver, en redonnant la place de l'humain au cœur de notre métier, et pour accompagner finalement cette espèce de paradigme, de cette hausse de volume, de cette baisse d'attractivité. Et toutes ces innovations, là je reviens sur, Marianne, cette étude que tu faisais, ce comparatif fait entre les différentes sociétés, entre les différents pays européens, toutes ces innovations, elles nécessitent des investissements, elles nécessitent des réflexions, elles nécessitent des expérimentations. Soyons clairs, il y a des choses qui ne marcheront pas. Pour autant, on se doit de les tester, on se doit d'avoir ce côté exploratoire, et c'est là où c'est important d'avoir cette notion de transversalité, de synergie, de collaboratif, pour essayer de définir à plusieurs acteurs des innovations qui sont pertinentes, qui répondent à nos enjeux et qui répondent aux besoins de la filière. Voilà un petit peu ces 3 axes que je souhaitais développer sur comment l'innovation va être au service de l'emploi, de l'employabilité et des métiers. Arnaud, ton micro est coupé. Ah, désolé, mon micro était coupé. Merci Damien. Effectivement, on voit qu'il y a plein de choses. On va regarder tout de suite si on a des questions là-dessus. Moi, j'en ai pas mal en tout cas. Alors, on a une première question. Bonjour, compte tenu de la dualité originale des activités du groupe DAER, donc on rappelle que vous avez une activité en fait industrielle, d'avionneur et puis une activité de logistique. Quelles sont les similitudes et différences en termes d'attractivité de l'emploi dans le secteur aéronautique et dans celui de la logistique? Est-ce qu'il y a les mêmes C'est problèmes une bonne sur la question, question? Eric. Merci de l'avoir posée. Alors, j'aimerais dire que on n'a pas les mêmes problèmes dans l'industrie, et pourtant, ce serait nier une réalité. Il faut avoir en tête que donc nous, d'ailleurs, on est dans le domaine de l'aéronautique. L'aéronautique est un secteur qui, à la différence parfois de la logistique et du transport, jouit d'une image assez attrayante, assez intéressante, assez séduisante. On fabrique des avions, c'est des produits plutôt sympathiques, et on pourrait se dire que ça nous donne un attrait particulier. Or, la réalité, c'est qu'on trouve les mêmes difficultés de recrutement actuellement sur les métiers de l'industrie que sur ceux de la logistique. Les profils recherchés ne sont pas les mêmes. Il y a, on va dire, au niveau de la partie industrielle et industrielle aéronautique notamment, des enjeux autour des capacités, de l'expertise technique, d'un savoir-faire particulier qui va finalement être moins présent sur le marché. Donc, on va avoir une niche de gens qui va être un petit peu moins grande. Mais pour autant, c'est les mêmes soucis, c'est les mêmes problématiques de recrutement. Et quand j'en parle avec les collègues de la division industrie, quand on compare finalement les difficultés qu'on a, le constat est assez similaire sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une inversion totale du rapport de force entre l'employeur et la personne qui est en recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on a du mal à attirer, quel que soit finalement le domaine d'activité, que ce soit industrie ou logistique. Bien que les métiers soient différents, bien que les produits soient différents, et bien que l'image des filières, en tout cas aux yeux du grand public, soit différente. Il y a vraiment un défi global. Et ce constat, de par l'aspect collaboratif des sujets d'innovation qu'on traite, c'est un constat qui est également partagé par les acteurs de la grande distribution, par les acteurs du e-commerce. Finalement, c'est très, très global sur les métiers de l'industrie, du commerce, de la distribution et de la logistique. Voilà, donc activités différentes, construction d'avions et logistique, mais problèmes similaires. Ok, très clair. Merci Damien. On a une autre question. Alors je pense que c'est autant pour Marianne que pour toi. Donc de Jérémy. Bonjour. Comment attirer les jeunes vers ce métier alors qu'on entend partout que les camions rouleront sans chauffeur d'ici quelques années? D'ailleurs, j'avais une autre question un peu à ce sujet après. Ouais. Alors Marianne, je ne sais pas si tu veux amener des éléments de réponse. Alors, c'est une bonne question. Bon, l'automatisation, elle ne sera pas forcément viable ou soutenable ou vraiment mature, pas avant 15 ou 20 ans. Dans les
aujourd'hui, tant d'un point de vue technologique, et ce qui était juste évoqué, hein, pendant cette présentation, au niveau techno et même au niveau législatif, pour vraiment, compenser et être vraiment dans une maturité de marché, on s'attend pas à ce que vraiment, il y ait, une possibilité de compenser le manque pas avant 15 ou 20 ans. Donc les jeunes représentent quand même malgré tout, sur le court terme, une option, heu, pour pouvoir rejoindre une profession, en tout cas pendant 10-15 ans au moins. Donc c'est quand même, je pense, un levier qui reste pertinent. Hem, on Très probablement la partie technologique pourra peut-être s'accélérer, mais la dimension réglementaire et législative reste, relativement compliquée, et pour pouvoir vraiment vraiment l'avoir comme manière de compenser le manque, je pense qu'on peut encore, s'attendre à avoir, 15-20 ans devant nous, pour pouvoir le voir être mis en place. Ça, c'est un peu mon sentiment. Alors, je partage complètement ce sentiment. Effectivement, les avancées technologiques sont assez rapides. Nous accompagnons une société qui met au point des camions autonomes. Donc, on est Mmh. assez bien placé pour voir l'évolution technologique. Il y a des problématiques aujourd'hui d'infrastructure, il y a des problématiques législatives, il y a un certain nombre de freins qui font que le transport 100% autonome reste à ce jour une illusion, en tout cas à court ou moyen terme. Il faut bien avoir en tête une autre chose, c'est que la transformation du moyen de transport en lui-même, le fait d'amener une automatisation, par exemple, sur un véhicule, va amener la création de nouveaux métiers. Et ces métiers-là sont autant d'opportunités sur lesquelles il faut qu'on arrive à attirer des gens et à attirer des jeunes. Ce sont des métiers différents, il y aura des notions de plus digitales. Et on peut imaginer peut-être que demain, le chauffeur, dans son camion, il sera plus simplement en train de tourner le volant et d'appuyer sur les pédales, mais peut-être qu'il pilotera un convoi de plusieurs camions qui seront drivés par un véhicule pilote qu'il pilotera lui avec peut-être derrière une suite logicielle qui amènera toute la notion de conduite des autres véhicules suiveurs. C'est des métiers qui se transforment, c'est des technologies qui vont amener une transformation des métiers, mais également une transformation des opportunités. Et il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours besoin de gens qui conduisent des camions, il y aura toujours besoin de gens qui opéreront le transport, il y aura toujours besoin de gens dans la logistique. Quel que soit le degré d'automatisation vers lequel on va, il est totalement illusoire de se dire qu'un jour, tout fonctionnera Mmh. sans l'homme. Le métier lui-même se transforme, mais ce qui est une opportunité aussi, ça rend le métier plus attrayant, plus intéressant, plus digital, plus technologique. Et finalement, un bon outil digital fait qu'il est tout aussi accessible pour l'opérateur, tout en étant plus séduisant et plus sympathique au quotidien. Donc, on ne va pas voir ça comme un frein au recrutement de la filière, mais plutôt une opportunité. Et puis, comme tu l'as dit, Marianne, on a encore quelques années devant nous sur lesquelles il faut qu'on continue de travailler, d'opérer, et ça laisse la place aux gens. Moi, du coup, ça me fait me poser pas mal de questions. Donc, je vais suivre cette piste-là. Dans la robotisation et l'automatisation, il n'y a pas que les camions autonomes qui, effectivement, sont pas tout à fait prêts. D'ailleurs, même la Tesla qui est censée conduire tout seul depuis 5 ans maintenant, si on en croit Elon Musk, conduit toujours pas complètement toute seule. Néanmoins, dans tout ce qui est automatisation et robotisation, il y a par exemple les robots en entrepôt, il y a voilà ce genre de choses qui sont une réalité aujourd'hui. Et on voit que ça génère parfois, voire souvent, pas mal de résistance. Donc, ma question, c'est dans quelle mesure cette robotisation, de façon large, peut aider au manque de main-d'œuvre? Est-ce que c'est une vraie solution? Est-ce qu'on est, est-ce qu'en gros, on robotise pour gagner en productivité ou pour gagner en productivité, mais aussi pour résoudre des problèmes de main-d'œuvre? Et est-ce que le fait que, bah, comme de toute façon, on n'arrive pas à embaucher des gens, ça la rend plus acceptable finalement parce qu'on comprend que c'est pas que pour remplacer l'humain, c'est déjà pour pallier en fait le manque de main-d'œuvre et accompagner l'humain? Alors, il y a beaucoup de questions, mais Ouais, il y a beaucoup de questions en une. Alors, sur l'aspect, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de robotiser est une façon de pallier au déficit de ressources? La réponse est oui. Est-ce que ça la rend plus acceptable? La réponse est oui, même s'il faut travailler le message. En fait, aujourd'hui, on le voit, l'automatisation n'est pas toujours bien vue, bien perçue dans les entrepôts notamment, car elle est vue comme une façon de supplanter à l'humain. Mais quand on s'intéresse un petit peu aux conditions de travail des collaborateurs sur lequel, et je parlerai plus de cobotique que de robotisation pure, sont déployés, on se rend compte que c'est un vecteur d'amélioration des conditions de travail, notamment en réduisant la pénibilité. Et quand on prend l'image au global,
Aujourd'hui, il y a plus d'intérêt et quand on l'explique et qu'on montre et qu'on démontre que ça améliore les conditions de travail, il y a une très forte acceptabilité de ces solutions-là. Ça passe par de la pédagogie, ça passe par de la conduite du changement, mais aujourd'hui, la technologie est une vraie réponse pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la productivité et, évidemment, pour pallier au déficit de main-d'œuvre. Donc, c'est une réponse assez globale. Oui, l'automatisation est une solution à de multiples facteurs. Non, ce n'est pas une solution miracle. Et il faut bien accompagner ce changement avec un aspect pédagogique. Et en démontrant finalement le bénéfice que ça apporte, c'est bien accepté. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait dans la question. Marianne, si, c'est très bien. Marianne, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. L'éducation du secteur est en Ouais. effet alors je pense. Oui, pardon. Il y a un décalage. Non, Non, je disais juste l'éducation ok. du secteur est un vrai levier pour l'automatisation. Je pense notamment, sur la partie secteur du transport routier, je partage tout à fait ce point de vue. C'est une conduite du changement et qui sur beaucoup d'angles, l'automatisation, mais également tout ce qui est digitalisation, etc. Donc c'est vraiment un certain nombre de leviers sur lesquels il faut vraiment travailler pour éduquer le secteur, notamment les petits, on va dire, si je parle vraiment du secteur du transport routier, les petits acteurs ou les petits transporteurs, on va dire les petits et moyennes tailles compagnies, qui doivent être accompagnés aussi dans cette conduite du changement. Voilà, juste. Et on le voit aujourd'hui, on a un enjeu de renouvellement des populations qui opèrent dans la logistique et dans le transport. On a un enjeu de formation initiale sur ces populations-là. Le fait d'intégrer dès les formations, et c'est pour ça que tu parles, Marine, de cette conduite du changement, il faut qu'on l'intègre dès nos cursus de formation sur quelle est la place de l'automatisation dans le métier, sur quel est le bénéfice apporté par cette automatisation, comment elle transforme le métier et comment finalement elle transforme la place du collaborateur. Et ça, si on l'amène dès la pédagogie initiale pour justement ces populations que l'on doit amener vers nos métiers, je pense que le changement sera bien plus accepté. Après, effectivement, si on l'amène de manière brutale, sans explication, sans pédagogie, il peut y avoir un sentiment de rejet. Ok, ouais, effectivement, on avait fait d'ailleurs tout un brain-up sur la conduite du changement, et c'est un sujet hautement sensible et en plus qui est vraiment compliqué à appréhender dans l'entreprise. Ce que j'entends, c'est que finalement, toute cette innovation va également force également les entreprises à faire appel à de nouveaux emplois et à des nouvelles qualifications. Et mon sentiment, c'est que finalement, on a les mêmes problèmes de recrutement sur ces nouveaux emplois et ces nouvelles qualifications. Et du coup, la question qui va avec, c'est est-ce que l'open innovation peut aider sur ce point et du coup alléger cette difficulté ou pallier ces difficultés à recruter? Alors, je pense que l'open innovation est un vecteur d'accélération de l'innovation et est évidemment un vecteur d'accélération du recrutement. On parlait finalement aujourd'hui un enjeu de recrutement, c'est pas très différent d'un enjeu de performance, d'un enjeu de productivité. C'est un enjeu majeur pour l'entreprise. C'est une problématique à traiter. Et en face de cette problématique, il faut qu'on trouve des solutions. Les solutions, il y en a à peu près autant que d'idées. C'est-à-dire que on peut tout explorer. Mais si on explore tout seul, ça va prendre un temps fou, on va se planter souvent et on va avancer doucement. L'open innovation, au bénéfice du recrutement, elle va être bénéfique. Pourquoi? Parce qu'en testant différents formats, format de formation, format de recrutement, format d'accompagnement aux carrières, format peut-être de reconsidérer les conditions de travail de l'opérateur, on va pouvoir tester, expérimenter, voir ce qui marche. Et dans un schéma d'innovation collaborative, le partage de ce qui marche et qui ne marche pas fait gagner un temps fou, une énergie folle et de l'argent également aux collaboratifs. Le groupe bénéficie de cet effet de mutualisation, de cet effet finalement de dissémination du retour d'expérience. Et c'est là où l'open innovation est un vrai levier clé pour accélérer cette innovation dans le recrutement notamment, c'est que en partageant, en expérimentant et en disséminant le résultat de nos expérimentations, on va permettre au groupe, au collectif, d'aller plus vite vers ce qui marche et d'écarter ce qui ne marche pas. C'est un petit peu la philosophie de l'open inno. Ok, merci beaucoup.
Peut-être on va jeter un œil au sondage maintenant. Alors, on n'a pas eu beaucoup de votes, mais je vous propose qu'on partage les questions qui ont été posées ensemble également. Donc, première question, premier sondage. En 2021, quel était le pourcentage de postes de conducteurs non pourvus dans votre entreprise? Donc, on voit que c'est entre 5 et 10%. On a malheureusement que 4 réponses. Non, 3 votes, pardon, 3 votes. Donc Marianne, je ne sais plus si tu avais annoncé un chiffre, mais c'est vrai qu'on a tendance à entendre ce type de chiffre entre 5 et 10% chez les différents acteurs du transport, hein. Exactement, c'est à peu près 10 en moyenne, hein, donc pour la France, typiquement, c'est 10,5. C'est à peu près ce qu'on observe partout Ok. dans la plupart des pays européens. Comme je disais, en France, ça représente environ 35 000 personnes si on prend la totalité seulement, hein, du transport routier. Donc ce chiffre-là, en tout cas, c'est celui qu'on observe, en effet, globalement. Il était plus fort, hein, il commence à encore augmenter, suite au Covid. Il était plus fort avant le Covid, hein. Il était déjà à plus de 12, hein. Donc là, il a évidemment baissé pendant la période Covid et là, 2021, on observe de nouveau donc cette croissance de la pénurie et on s'attend à ce que la fin de cette année, on va faire une analyse intermédiaire d'ici avant Noël. On pense que on sera de nouveau revenu aux 12 avant de la situation Mmh. avant Covid, globalement. Ok. Donc finalement, pas franchement d'embellie sur le recrutement, mais vu que il y a une amélioration finalement des flux à transporter, on se retrouve avec un déficit de chauffeurs plus grand, plus il y a l'activité économique. Ok. Très clair. Par rapport à votre entreprise, pensez-vous que la situation, alors j'imagine que c'est la situation sur le plan du recrutement, hein, va s'améliorer d'ici 2023? Donc non, a priori, il y a pas de raison que ça s'améliore. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Marianne. Damien, je sais pas si Mmh. tu veux dire un mot là-dessus? Et malheureusement, je vais partager ce constat. Non, on voit pas ce qui pourrait amener une embellie rapide, en tout cas pas de transformation majeure sur la situation du recrutement d'ici à 2023. Les actions qu'on essaie d'engager, elles vont porter leurs fruits, on l'espère, le plus rapidement possible, mais c'est compliqué d'imaginer une embellie majeure. La situation économique, évidemment, est toujours un petit peu touchy. Les conditions au niveau des recrutements, etc., on voit pas d'évolution significative. Ça va rester un enjeu et ça va rester un défi pour quelques mois ou quelques années encore, c'est sûr. Ok, merci. Sur quelle notion avez-vous travaillé pour attirer davantage de candidats? Alors, on retrouve pas mal de choses qui ont déjà été partagées par vous deux, hein. Mmh. Attirer les jeunes, 57%, image de la profession, donc 14%, amélioration des conditions de travail, augmentation des salaires. Alors, ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas le recrutement des femmes. Bon, après, on a un panel assez limité. Je sais pas si on peut rajouter encore, on en a déjà pas mal parlé, hein. Les jeunes semblent effectivement le vecteur naturel pour pallier au manque de candidats sur ces postes. Les jeunes, et puis je Euh, pense que c'est Oui. lié, en fait, on attirera les jeunes en transformant l'image de la profession et on transformera Mmh. l'image de la profession aussi en modifiant les conditions de travail. Les exemples que les jeunes ont de leur père, par exemple, qui ont pu travailler dans la logistique, aujourd'hui sont pas forcément très séduisantes et c'est vraiment un travail global. Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, c'est on attirera les jeunes en ayant transformé l'image de la profession et l'image de la profession, on la transformera en améliorant les conditions de travail et en communiquant mieux sur ce que sont devenus nos métiers aujourd'hui. C'est vraiment problématique assez globale Mmh. qui nécessite des réponses assez globales et assez transverses. Et juste pour complémenter, on se rend compte que l'augmentation des salaires, c'est d'ailleurs c'est un très bon point, n'est pas une solution, suffisante en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réponse, on va dire court terme sur une situation, en l'occurrence, actuelle, l'inflation et cetera, de situation tendue au niveau du pouvoir d'achat, mais vraiment l'augmentation du salaire en lui-même n'est pas suffisant pour attirer plus. On le voit très bien, ça a été le cas en Angleterre, voire même aux États-Unis. Il y a eu des augmentations très sensibles des salaires qui n'ont pas du tout créé une amélioration on va dire des nouveaux entrants. Ça, c'est un sujet assez intéressant. Donc c'est très probablement, oui, il faut ou c'est un levier
malgré tout sur lequel on doit se positionner, mais c'est loin d'être suffisant. Et en effet, donc ce que tu disais, Damien, c'est d'attirer les jeunes et images, en effet, reste le levier principal. Et c'est une combinaison de l'ensemble de ces éléments qui peut que être la solution finalement pour attirer de nouveaux entrants. Alors peut-être sur le même sujet, enfin je trouvais un peu tout l'écosystème trouve que le Covid a vraiment été un révélateur de l'importance de la logistique, pour le monde. C'est-à-dire qu'avant le Covid, les gens savaient pas ce que c'était, juste quand ils recevaient un colis de temps en temps. Et en fait, le Covid a montré que, ben, sans supply chain, sans logistique, il y avait pas d'hôpitaux, il y avait pas de nourriture, il y avait pas d'économie. En fait, il se passait à peu près rien dans notre monde qui est un monde de flux. On s'est mis à en parler aux 20h sur TF1. Ça, c'est vraiment un constat que je trouve qui a été vraiment très partagé. Hein. Moi, d'un point de vue personnel, il y a eu un avant et après Covid quand dans les dîners chez des copains, je disais que je faisais de la supply. Voilà, enfin, c'était pas du tout les mêmes réactions. C'était marrant, on est plusieurs à l'avoir vécu ça. Donc, j'ai le sentiment quand même que on, ça a permis de mettre nos métiers sur le devant de la scène, mais il reste encore, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il reste encore un peu à redorer le blason de ce métier, au-delà de ok, c'est indispensable, mais ça reste un métier très dur. Et peut-être pour partager ce qui se passe chez DC Brain, nous on est vraiment, on fait énormément de logistique, mais on fait certes du logiciel, mais très très appliqué à la supply chain et à la logistique. Et on s'est rendu compte que finalement, d'un point de vue technique, par exemple, qui sont des profils assez complexes à recruter, généralement, les personnes viennent parce que ils se disent je vais faire des choses compliquées, travailler sur des algos d'IA que j'ai pas trouvé ailleurs. Mais en fait, ils restent pour la logistique. Ils restent parce que ils savent que en travaillant sur ces algos-là avec ces clients-là, ils vont avoir un impact réel sur le monde, sur comment on va transporter les marchandises, comment on va mettre moins de camions sur les routes, comment on va faire du multimodal, comment on va faire des choses comme ça. Et finalement, on se rend compte, moi c'était un peu on a un peu travaillé dessus en interne, on s'est rendu compte que finalement c'est un secteur qui, voilà, qui a un impact très direct et qui a cette noblesse de faire fonctionner en fait l'économie et la vie de l'ensemble des citoyens. Voilà, c'est un petit Je te partage. rejoins, je parlais tout à l'heure de ces métiers, des gens Alors, qui cherchent, pardon, je parlais tout à l'heure des gens qui cherchent un sens à leur métier, la logistique, le transport, la supply, on est en plein dedans. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie, c'est nous qui faisons fonctionner l'industrie, et par nos actions, par la transformation du métier, on peut en plus développer un côté vertueux sur la transformation de cette logistique. Et ça passe par les outils digitaux comme vous les faites, ça passe par les initiatives qu'il peut y avoir dans le transport. Il y a vraiment c'est un métier qui est plein d'avenir, qui a du sens et sur lequel on peut déployer une énergie folle pour accompagner les mutations de la société. Et juste pour finir et pour rebondir également sur ce constat, suite en effet au Covid, le fait que justement le secteur du transport, notamment routier, était mis vraiment sur le devant de la scène, a créé les conditions pour que, typiquement la Commission européenne remette à l'ordre du jour un certain nombre donc de considérations, hein, sur les conditions de travail et cetera. Donc ça a été vraiment un accélérateur, on va dire, d'essayer de trouver les leviers de transformation de l'industrie suite au Covid. Donc en disant voilà, en effet, voilà, la logistique est clé pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Comment peut-on faire pour mieux soutenir le secteur globalement? Alors ça passe par tous les leviers, hein, décarbonisation, tous les leviers digitalisation, et cetera. Évidemment recrutement, mais il est clair que l'après Covid, était vraiment un moment, on va dire, de mise en lumière pour le secteur du transport. On le voit très bien nous au quotidien, hein, en tout cas. On a des consultations de la Commission européenne en permanence, des demandes, des requêtes sur le secteur du transport routier. C'est pas le cas avant. Comment voilà, c'est assez intéressant. OK, bah, écoutez, je pense qu'on a un dernier sondage, qui demande si vous utilisez l'innovation dans vos campagnes de recrutement. Donc oui, majoritairement, mais je pense que on vient un peu de faire la conclusion, j'ai l'impression de ce brain up, hein, quand on parlait de l'attractivité, de même la prise de conscience des pouvoirs publics, de l'importance de notre secteur, ce qui va nous permettre d'accompagner en fait l'ensemble des efforts qu'on a bien décrits, que, tous les 2 vous avez vraiment très bien décrits pendant tout ce temps. Donc voilà, donc je voulais une nouvelle fois vous remercier. Hem, on va, partager avec tout le monde les résultats des sondages. On va également, partager les documents dont parlait par exemple Marianne, tout à l'heure. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent, après coup pour nos intervenants,
N'hésitez pas à nous les envoyer, on se fera un grand plaisir de leur transmettre et les connaissants, je pense qu'ils se feront un plaisir aussi d'y répondre. Voilà. Donc, écoutez, encore une fois, je voulais vous remercier d'avoir passé cette heure avec nous. Je voulais remercier Marianne et Damien pour cette participation et ces témoignages. C'était vraiment super riche. Et je vous Merci dis à pour très très l'invitation. bientôt pour notre prochain Brain Up. Un grand merci.